Tout le monde aime la musique, que ce soit lui, elle, eux ou eux. Mais il y a aussi vous, derrière votre écran. Et il y a moi. Comme vous, j'écoute de la musique depuis toujours, mais je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer pourquoi elle m'impactait autant. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire à partir d'aujourd'hui sur internet, en abordant avec vous sur YouTube la musique de différents médiums. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma et à tout ce qui l'entourait il y a 10 ans maintenant, lorsque j'ai découvert Harry Potter 1 pour la première fois. Et c'est au fil de mes découvertes, que ce soit de films, de séries, d'animations ou de jeux vidéo, que j'ai remarqué que quelque chose m'impactait et me touchait à chaque fois. La musique est vraiment présente partout de nos jours et elle est même indispensable dans les médiums que je viens de vous citer. Ça m'étonne d'ailleurs que personne n'ait le courage d'en parler sur YouTube. Et bien vous savez quoi, moi je vais le faire. J'ai envie de parler de ces musiques mythiques qui peuvent vraiment changer toute l'expérience que l'on vit, que ce soit avant, pendant ou après. Alors non, je suis pas un expert dans le vocabulaire et les connaissances techniques liées à la musique, mais l'objectif de ces vidéos va vraiment être, à travers les nombreuses recherches, à travers les informations que je vais vous apporter, d'enrichir mon vocabulaire et mes connaissances pour vous fournir du contenu le plus profond et le plus complet possible. L'objectif est vraiment de vous faire découvrir des artistes de l'ombre et de vous remémorer des moments mémorables que vous avez vécu toute votre vie. Je ne peux évidemment pas parler au nom de tout le monde en disant que telle ou telle musique nous fait ressentir telle émotion à tel instant, c'est vraiment propre à chacun. Notre rapport à la musique dépend vraiment de notre expérience, de la manière dont on vit la chose, et d'autant plus quand c'est lié à un médium audiovisuel, puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Je vous parlerai donc principalement de mon expérience, mon vécu, mon rapport à certaines musiques de certains programmes, mais j'aborderai évidemment des généralités. On sait tous que si certaines musiques sont connues, c'est qu'elles plaisent à la grande majorité. Et le principal va être de vous expliquer pourquoi la musique de tel ou tel programme a été faite comme ça, pourquoi elle a été placée à cet instant et pourquoi elle est tout simplement bien utilisée. Évidemment, j'ai plein d'idées en tête, mais aujourd'hui nous allons parler d'une de mes séries préférées. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette très bonne série aujourd'hui alors qu'il y a une infinité de BO qui sont beaucoup plus iconiques, beaucoup plus connues par la majorité. Et bien tout d'abord car la 4e et dernière saison de cette magnifique série sort le 21 septembre, c'est-à-dire demain si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Mais surtout car elle possède une BO incroyable, probablement celle d'une série qui m'a le plus marqué à ce jour. J'ai préféré sortir cette vidéo avant la saison 4, c'est pour vous remémorer les 3 premières saisons et évidemment pour vous apprendre plein de choses sur les musiques qui les composent. Comme ça, nous serons tous sur le même pied d'égalité et quand vous regarderez la saison 4, vous allez pouvoir analyser un petit peu tout ça et revenir dans les commentaires juste après avoir vu la saison pour me donner un petit peu votre avis sur les musiques. Évidemment, si ça vous intéresse, je ferai soit un live, soit une vidéo en non répertorié pour vous parler de la saison 4, mon avis sur la conclusion de la série et évidemment les musiques. Je mettrai tout ça en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Bref, revenons quand même un petit peu sur les bases de la série. Avant ça, je vous préviens qu'il y aura des spoilers des 3 premières saisons, donc si vous ne les avez pas vues, franchement, foncez, c'est disponible sur Netflix, ça se regarde vraiment très bien, c'est passionnant et évidemment les musiques sont incroyables. Sex Education est donc une série créée, dirigée et scénarisée par Laurie Nunn qui n'avait rien fait avant ça et qui nous a pondu en janvier 2019 un classique. Le synopsis de base est quand même un petit peu fou. Otis, un adolescent vierge, vit avec sa mère sexologue et est entraîné par la jeune rebelle Maeve pour créer une cellule clandestine de thérapie sexuelle dans leur lycée et évidemment se faire plein d'argent. Je me souviens que quand la série avait été annoncée, très peu de personnes y croyaient, pensaient que ça allait être une série pour adolescents un petit peu lambda. Et quand on regarde les commentaires sous la première bande-annonce de la série, on voit un petit peu l'état d'esprit des gens à l'époque lors de l'annonce. Mais cette série a vraiment réussi à convaincre et à s'imposer comme l'une des meilleures séries du catalogue de Netflix avec seulement une seule saison. Et je suis vraiment content parce que Netflix ont toujours fait un maximum de promotion sur cette série à chaque saison. Vraiment, ils y croient à fond, ils adorent cette série et ils voient aussi l'engouement qu'elle rapporte. Et même en France, on a eu le droit à une super promotion, ce qui est plutôt rare pour une série Netflix et surtout pour une série originale qui n'est pas adaptée d'un livre, d'un jeu vidéo ou d'autre chose. Pour la sortie de la saison 1, on avait eu le droit à un partenariat entre McFly et Carlito et Netflix pour la sortie de la saison 1. Ils abordaient dans une vidéo tous les thèmes de la série, c'était vraiment intéressant et ça c'est quelque chose que Netflix ne fait quasiment jamais, faire des partenariats avec des youtubeurs. Et là, ils ont décidé de miser gros en prenant les plus en vogue du moment et en leur donnant clé, carte sur table
leur nouvelle série. Netflix est rentré en contact avec nous, ils nous ont dit les gars vous êtes cool, et on a dit ok, et c'était fini. Moi je connaissais pas Netflix, c'est la première fois que je découvrais Tout Netflix. le monde connaît. Et en fait ils sortent une nouvelle série qui s'appelle Sex Education. Au moment où on vous parle, elle est dispo, elle est mortelle, elle est très bien réalisée, elle est anglaise. Pour la sortie de la saison 2, on a eu le droit à un livre, Le Petit Manuel Sex Education par Charlotte Abramoff. C'est un livre de plus de 60 pages qu'on pouvait avoir sur le site de Netflix totalement gratuitement. Il suffisait de rentrer une adresse et c'était envoyé chez nous gratuitement. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que le contenu est très cool. On a des questions sur évidemment les thèmes de la série. On a aussi un photoshoot de Emma Mackey. Franchement, très intéressant pour la collection, tout simplement. Et puis si on se pose des questions, c'est vraiment sympa. Et le truc, c'est que ce livre, il a été tellement demandé sur les réseaux, enfin vraiment, il est parti en rupture de stock très vite et quelques mois après, ils ont été obligés de le ressortir en version digitale en PDF sur internet parce que vraiment la demande était énorme. Donc aujourd'hui, à part si vous passez par des sites de revente, c'est totalement impossible de l'avoir, mais je vous mets en description le lien du PDF comme ça, si vous le voulez en dématérialiser, il est pour vous. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut quand même savoir que Netflix ne font jamais ça pour aucune série, sortir un produit dérivé officiel pour une série Netflix dans un pays en particulier, ce coup-ci la France. Même Stranger Things n'a pas eu ça, évidemment on a eu le droit à des objets, des produits dérivés en tout genre, mais cela était vraiment mondiaux, même fait avec des grosses marques. Ici, on a une artiste francophone qui fait un photoshoot avec une actrice francophone qui nous sortent un petit livre pour les Français et franchement c'est incroyable. Et le truc fou, c'est qu'ils ont recommencé pour la saison 3 en sortant un jeu de 54 cartes Sex Education, toutes redessinées avec les personnages de la série. L'objectif de ce jeu, c'est vraiment de jouer d'une autre manière avec ses amis, en brisant les tabous, en parlant de sexualité. Il y a vraiment des règles qui ont été créées spécialement pour la sortie de ce jeu. Il y a une petite vidéo explicative sur YouTube, donc franchement c'est énorme et encore une fois, disponible uniquement en France. Il y a quand même eu 45 000 exemplaires qui sont partis en seulement 3 jours et ça c'est parce qu'ils avaient étalé les répartitions parce que sinon c'était vraiment n'importe quoi. Tout allait partir le premier jour, c'est pour vous montrer l'engouement de la série quand même sur ces dernières années, c'est assez incroyable. En tout cas, je me demande s'ils vont nous sortir quelque chose pour la saison 4. Si c'est le cas, je vais être le premier à la voir. Vous pourrez me retrouver en parler très probablement sur mes réseaux sociaux. Netflix sait que sa série, elle plaît, elle crée l'unanimité, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, et c'est pour ça qu'ils veulent la développer. Mais c'est d'autant plus compréhensible parce qu'avec ces musiques-là, on ne peut avoir qu'une excellente série, et c'est ce qu'est Sex Education. Nous sommes donc ici pour parler des musiques de cette série, et il y en a des choses à dire. Vraiment beaucoup. Déjà, pour moi, je dis bien pour moi, cette série a l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure BO de toutes les séries Netflix, voire même de toutes les séries confondues. Même Umbrella Academy, l'autre gros show de Netflix qui est sorti un petit peu en même temps que Sex Education, qui a une excellente BO, là-dessus je suis d'accord, et qui est même assez reconnue plus que celle de Sex Education. Vraiment, elle se fait battre à plate couture par celle de cette série, juste avec 3 saisons. Pour tout vous dire, ces musiques, je les connais par cœur. À force de revoir toutes les saisons, d'écouter les albums, les différentes playlists qui sont composées évidemment des musiques de la série, je connais toutes les musiques, je sais de quoi elles parlent, je sais de quelle saison elles proviennent, de quel épisode elles proviennent, et même la scène qui se passe en ce moment, leur lien avec la scène, pourquoi telle ou telle musique a été choisie. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Et le truc, c'est qu'avec les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, je connais tous les épisodes par cœur et je peux vous dire pourquoi tel ou tel choix de musique est parfait et pourquoi il colle magnifiquement bien à la scène. Oui, ça fait pas mal d'infos, c'est sûr, mais pour tout vous dire, les 2 premières saisons, au moment où je tourne cette vidéo, je les ai vues 7 fois et la 3e, je l'ai regardée 5 fois. C'est pour ça qu'à force de voir ces saisons, j'ai remarqué qu'on pouvait mettre chaque musique dans une petite catégorie, dans une petite case bien précise. Et évidemment, on commence par les needle drops. Alors oui, il va y avoir plein de termes différents que je vais utiliser pour définir les différents types de musique dans ces vidéos. Du coup, je vous fais un bref récapitulatif pour que ce soit plus facile à comprendre pour tout le monde, mais vous inquiétez pas, c'est assez logique. On a les mots bande originale, BO et soundtrack que je vais utiliser pour définir absolument toutes les musiques qui sont liées à ce film, qu'elles aient été créées spécialement pour ou qu'elles existent déjà et qu'on les ait rajoutées dans ce programme. Score, original soundtrack ou musique originale, c'est vraiment les musiques qui ont été créées, composées spécifiquement pour ce médium. Généralement, c'est des musiques vraiment composées, pas de chansons, mais parfois ça arrive
comme dans cette série, on va en parler un petit peu après. Et on a évidemment les needle drops qui eux représentent des musiques déjà existantes et qui ont été réutilisées, réinterprétées pour amplifier les émotions, la scène et l'expérience. Et c'est sur ces musiques qu'on va s'attarder dans un premier temps. Évidemment, un médium peut faire le choix d'avoir ou non des needle drops. Je pense notamment au film Oppenheimer de Christopher Nolan que beaucoup de personnes ont vu. Ce film n'a aucun needle drop, c'est une BO composée uniquement par Ludwig Göransson, qui est très fort, qui nous a fait quelque chose d'incroyable, mais pas de needle drop, ça colle pas vraiment au film. C'est généralement les séries qui en modent beaucoup, déjà parce que le format est beaucoup plus long, donc on peut pas créer énormément de musique pour chaque épisode, ça serait beaucoup trop compliqué. Mais aussi parce que les séries, ça se veut généralement plus proche des personnages, on est plus dans leur intimité, et en plus quand c'est des séries pour ados, là évidemment, quand ça se passe en plus dans notre époque, on a beaucoup de chansons qui existent déjà, qu'ils essayent d'incorporer pour qu'on se sente appartenir à cet univers, qu'on ait l'impression qu'il existe réellement. Par exemple, vous n'avez pas de needle drop que ce soit dans Game of Thrones ou dans Breaking Bad, parce que c'est assez différent. Game of Thrones, c'est vraiment de la fantasy, donc il n'y a aucun lien avec notre monde, et Breaking Bad, c'est quelque chose de plus sérieux, plus adulte, où vraiment on est quelque chose dans de plus sombre, et donc voilà, les needle drops, on oublie un petit peu. Par contre, dans Stranger Things, qui joue beaucoup sur l'adolescence, sur la nostalgie, là, on a pas mal de needle drops et évidemment, ça fait plaisir. C'est vraiment propre à chaque show, mais on peut pas dire que tel ou tel programme est mieux parce que il a ou non des needle drops, vraiment, ça n'a rien à voir. Ça dépend du médium. Et comme Sex Education se passe dans notre monde et parle d'adolescence, évidemment qu'il y en a des needle drops et pas qu'un peu. Le but d'un needle, oui je vais abréger le mot dans cette vidéo, c'est vraiment d'enrichir la scène avec une musique déjà existante, de vraiment améliorer l'expérience et surtout de décupler les émotions ressenties si la musique est bien choisie. C'est l'une des grandes forces de cette série qui ne possède pas un seul mauvais needle drop, mais qui en a surtout beaucoup qui sont excellents. Pardon, excusez-moi, vous avez vu quelqu'un prendre mon manteau? Mon portable et mon portefeuille étaient dedans. Je peux vous avouer quelque chose? Oui! Je n'ai pas beaucoup d'amis. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. Help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. En soi, on a très peu de needle drops qui sont vraiment récents, c'est surtout des musiques pré-année 2000. Et c'est pas plus mal parce que même si la série se passe à notre époque, elle est plutôt intemporelle. C'est vraiment un choix des scénaristes qui ont décidé de ne pas mettre trop de téléphone, pas trop de télé. Vous voyez que les personnages ne regardent quasiment pas la télé. Et puis évidemment, ils sont quasiment jamais sur leur téléphone, pas comme les ados d'aujourd'hui. C'est un choix qui est vraiment bien parce que même si la série parle aux adolescents et est destinée à eux, elle s'adresse aussi aux adultes et eux ils peuvent un petit peu plus facilement s'identifier dans cette série, se l'imaginer à leur époque si on enlève un petit peu tout ce qui est écran. En plus c'est sûr que l'utilisation de musiques qui ont plus d'une vingtaine d'années, ça va toucher un public beaucoup plus vaste. Voilà, si on met vraiment que des chansons qui sont écoutées actuellement, ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me.
Et ce qui est pas mal avec cette série, c'est qu'on a très peu de musiques qui sont vraiment connues, contrairement à Umbrella Academy, où là on en a beaucoup. Mais je vous mets quand même quelques classiques qui ont été très bien utilisés. D'ailleurs, on a également la chanson I Think We Are Alone Now de Tommy James and the Shondells qui a été déjà utilisée dans Umbrella Academy dans une des meilleures scènes de la série et qu'on retrouve ici en scène d'ouverture de la saison 3. Mais pour ce qui est des pépites assez peu connues, on peut notamment retrouver Tu es magnifique. Je vous conseille vraiment cette chanteuse qui vraiment nous a fait que des pépites dans sa discographie. T'étais sérieux? Bien sûr que j'étais sérieux. On ressent évidemment beaucoup d'émotions dans cette scène et bien sûr c'est grâce à la musique. C'est assez malin la manière dont la chanson colle parfaitement à la scène avec l'imprimante qui est calée sur le tempo de la musique. Affreux. Vraiment affreux. Ignoble. Celui-là, je l'aime bien. Et celle-là, moi je trouve qu'elle donne trop envie de danser. Mais bien sûr, ce n'est qu'une petite liste d'exemples parmi tant d'autres. Et évidemment, comme la série parle d'éducation sexuelle, c'est dans le titre, on a des musiques qui sont liées à ces différents thèmes et qui sont vraiment excellentes. Que ce soit dans le titre ou les lyrics, on a toujours un lien entre la scène et la musique et c'est souvent assez drôle. J'aime beaucoup Dancing With Myself de Billy Idol et Generation X dans l'épisode 1 de la saison 1, pendant qu'Otis est en train de danser dans son lit. I Can Get No Satisfaction de Devo qui est une reprise des Rolling Stones que l'on a dans l'épisode 4 de la saison 1 qui est vraiment incroyable aussi. Et encore une fois, dans la scène, Otis essaye de danser avec lui-même et il est un petit peu dégoûté. Et on a aussi Love Missile F111 de Sigue Sigue Sputnik qui est la musique de fin de la saison 1. Elle parle de secouer et de tirer, normalement avec une arme, mais dans cette scène on a Otis qui est dans son lit, je vous fais pas un dessin mais vous avez compris. Et un petit dernier pour la route, I Touch Myself de Scala et Colatney Brothers dans vraiment la scène d'introduction de la saison 2. Cette musique, je l'adore, c'est peut-être une de mes préférées de la série, elle est trop incroyable.
Puis oui, c'est un fait, c'est important quand le titre et ou les paroles de la chanson collent bien à la scène. Mais c'est encore mieux quand les musiques sont incroyables, et celles-là, elles le sont toutes. Je vais pas vous parler de tous les needle drops de la série parce qu'on en aurait pour des heures, mais je vous mets quand même l'enchaînement du premier épisode de la saison 2 qui est magistral. Vraiment, en termes de musique, c'est celui qui a les meilleures musiques de la série, et il est incroyable. Merde, c'est pas vrai, non. Something's happening to me. My friends say I'm acting peculiarly. Oh. Vraiment, il y en a tellement que j'aimerais prendre 5 minutes par musique pour vous expliquer pourquoi elles sont aussi bien. Après, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo ou un live et on pourra vraiment parler en détail de ces musiques. Bon, je vous ai présenté pas mal de needle drop depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous avez remarqué qu'ils étaient tous en anglais? Alors oui, c'est plutôt logique parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde et parce que c'est la langue des créateurs de la série. Heureusement, ils n'ont pas hésité à apporter un petit peu des différentes cultures du monde en mettant des musiques en lien avec les origines des personnages ou leur localisation. On retrouve par exemple du gospel à plusieurs reprises, notamment dans les épisodes 7 de la saison 1 et de la saison 2, lorsqu'Eric va à l'église avec sa famille. On retrouve également une musique indienne dans l'épisode 3 de la saison 2 quand on a une scène entre Olivia et Malek. La saison 3 nous a également pas mal régalé au niveau des musiques du monde puisqu'on a beaucoup de musique africaine et notamment nigériane lorsqu'Eric et sa famille sont en vacances au Nigeria pour un mariage. Your promises, you say you're gonna make it up to me, but you keep getting worse, worse. Ça améliore encore plus l'expérience de l'épisode 6 qui nous fait aller dans un nouveau pays avec une culture différente de celle de la série. Et dans l'épisode 5 c'est pareil, les élèves de Moordale font un voyage en France et là évidemment on a plein de musiques françaises assez connues. Merci. Quand tu m'embrasses doucement, ça me fait partout. Allez, on y va. Bisous, bisous. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit, mais voyons, faites donc comme nous. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ok, on va en France, bande de petits vénards. On est vraiment gâté avec tous ces needle drops bien choisis, parfaitement bien utilisés au bon moment. Et en plus, je vous ai pas encore parlé de leur utilisation principale, les émotions. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est plongé dans la série, mais je trouve qu'elles ont vraiment une importance capitale.
Il y a vraiment deux émotions qui ressortent le plus de ces Needle, la joie et la tristesse, qui sont évidemment les émotions les plus connues, les plus populaires dans le monde. Ces musiques, elles sont tellement bien choisies que des fois, pendant que je suis en train de regarder un épisode, il y a une musique qui passe, et vraiment, elle me donne envie de danser. Alors que moi, je ne danse jamais, genre vraiment. Et d'un autre côté, on a des musiques qui rendent les scènes beaucoup plus tristes, que ce soit par la prod, par les paroles ou par les deux. Asleep de The Smiths dans l'épisode 3 de la saison 1 est vraiment terrible car vraiment ça renforce les émotions de fou, la scène est ultra triste et la musique la rend encore plus triste. Et puis petite cerise sur le gâteau, le titre est en lien avec la fin de la scène où Maeve finit par s'endormir. Maeve Wiley. Bonjour Maeve, je suis le docteur Atwood. Veuillez vous allonger. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. Est-ce que c'est censé me mettre KO? Parce que je crois. Cette chanson de base, elle parle du désir du narrateur de mourir, qui a mal, qui se sent seul, mais qui souhaite quand même être réconforté. Mais si on fait attention aux paroles, on peut avoir l'impression que dans cette scène, c'est le bébé dont Maeve est en train d'avorter qui la réconforte sur le fait que ce n'est pas grave, je n'ai pas vécu, j'aurais eu de toute façon une vie pas forcément incroyable, et il est en train de rassurer Maeve, et je trouve vraiment les paroles vraiment touchantes. C'est pour ça que c'est assez bien des fois de se renseigner sur les paroles d'une chanson quand on n'est pas vraiment bilingue, parce que ça rajoute encore une fois une couche à l'expérience. C'est vraiment une scène incroyable et bien entendu c'est grâce à la chanson qui décuple vraiment les émotions. Il y en a tellement que j'aime beaucoup, franchement cette série c'est une mine d'or de pépites musicales, c'est assez incroyable. See without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. Of the turnip can. Et encore. Et traverse. Et je trouve que ces sentiments sont dupliqués à des moments clés des épisodes, les scènes d'introduction et les scènes de fin. J'ai trouvé qu'en début d'épisode, on avait souvent une atmosphère et donc une musique joyeuse pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance d'un nouvel épisode, pour être prêt dans de bonnes conditions pour le regarder. Alors qu'à la fin de l'épisode, on vient d'avoir plein d'informations, généralement ça se finit sur quelque chose de plutôt négatif ou quelque chose qui nous donne envie d'aller regarder la suite, avec une musique bien souvent triste, et ça se termine avec un écran noir et les crédits qui apparaissent un petit peu après pour nous laisser bien plus longtemps dans notre solitude. Et je trouve que des fois c'est assez fort, assez abusé, et on reste devant l'épisode et franchement c'est assez fort. Ça c'est une technique qui est toute simple mais qui est terriblement efficace. La petite musique sur l'écran noir avec les crédits qui apparaissent,
tu te rends compte de ce que tu viens de te manger et t'es un petit peu deg que l'épisode soit terminé et tu te prends les émotions des personnages et c'est vraiment très fort. J'ai vraiment un faible pour Love Really Hurts Without You de Billy Ocean à la fin de l'épisode 4 de la saison 1. You walk like a dream and you make like you're queen of the action. You're using every trick in the book, the way that you look, you're really something to see. You cheat and you lie to impress any guy that you fancy. But don't you know I'm out of my mind, so give me a sign and help to ease the pain inside me, baby. Alors oui, c'est une musique qui est plutôt joyeuse, plutôt festive, mais le contexte de cette scène est assez triste, assez décevant pour Otis. La scène fait un peu mal au cœur, mais elle est vraiment incroyable parce qu'on a une partie du cast qui se met à chanter. Je trouve la reprise encore mieux que l'original. Franchement, la scène, elle est joyeuse, ce qui est plutôt cool. La musique est joyeuse, elle donne envie de danser, elle donne envie de chanter. Mais comme nous, on est attaché à Otis, on l'a vu pendant tout l'épisode essayer de galérer, on est un petit peu dégoûté en même temps que lui. Donc c'est vraiment frustrant parce qu'on est content, la musique, elle nous ambiance, on est vraiment dans l'état de la musique et en même temps on est dégoûté par Otis. Ça se finit avec cette musique sur l'écran noir et on sait pas trop quoi penser. On a aussi Tired of Being Alone de Al Green qui est un petit peu dans cette même veine. La musique elle est dansante, mais la scène est vachement triste. J'aime beaucoup aussi les intros des épisodes et surtout celle de l'épisode 1 de la saison 2 qui est incroyable et surtout encore une fois grâce à la musique qui vraiment renforce le côté drôle, le côté marrant de la scène. Cette intro elle est vraiment hilarante et elle me fait aussi beaucoup penser à celle de l'épisode 6 de la saison 2. Tu sais, il y en a beaucoup qui te trouvent odieux, mais en fait t'es super gentil. Ok, merci, allez à plus. Je vous mets une petite sélection de scènes d'ouverture et de fin d'épisode qui sont vraiment top. Vire ton pauvre sac de merde. And blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. You try until you can't. You laugh until you cry, and you cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. No, this is how it works.
Vous avez vu le nombre de musiques incroyables qu'il y a dans cette série? C'est vraiment impressionnant à quel point tous les needles ont été choisis avec justesse. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, car il est temps que je vous parle de la pépite, Ezra Furman. Ezra Furman, c'est l'auteur, compositrice, interprète américaine qui s'est occupée de la bande originale de la série. Elle a vraiment réussi à donner une âme à cette série avec sa musique punk rock facilement reconnaissable et impactante. Sur les 3 premières saisons, Ezra Furman, c'est un album de 19 titres sorti en 2020, comprenant les chansons des 2 premières saisons, un EP de 5 titres en 2021 pour les chansons de la 3e saison, et il y a évidemment d'autres chansons qui n'ont pas été terminées ou qui n'ont pas été mises dans ces albums, et qui sont aussi dans la série. Je vous mets un lien sur YouTube si vous voulez aller les écouter. L'artiste était tellement parfaite pour cette série que les créateurs lui ont carrément donné carte blanche pour la musique, en disant, je cite, « Faites votre musique, faites ce que vous pensez être bien ». Sur les 24 chansons composant ces 2 projets, on a à peu près la moitié qui était déjà sortie sur les précédents albums d'Ezra Furman. Et en soi, on pourrait se dire que bon, finalement, elle n'a pas trop créé de nouvelles musiques pour la série. Et en fait, c'est un petit peu autre chose, c'est-à-dire que, encore une fois, elle collait tellement bien à l'ADN, à la vision que les créateurs avaient de cette série, de la musique qui pouvait aller avec l'ambiance de la série, qu'au final, elle n'a pas eu besoin de créer autant de chansons qu'elle aurait dû parce que, eh bien, toutes ces chansons collaient déjà à la série. C'est assez fou. Et même Ezra Furman l'a dit en interview que elle était un petit peu surprise de la manière dont ils avaient réussi à incorporer ces musiques dans, eh bien, la série parce que c'était très bien fait et vraiment ça collait parfaitement à l'ambiance. Ce qui fait que cette BO, elle est aussi marquante, aussi fidèle à ses personnages, à l'ambiance de la série, c'est qu'Ezra Furman s'inspire de sa propre vie pour écrire les chansons. Ça nous permet d'avoir des textes puissants et réels, ainsi que évidemment de l'émotion dans la voix, ce qu'on n'a pas toujours avec d'autres chanteurs. Il faut savoir qu'Ezra Furman est né garçon et a décidé quelques années plus tard de s'identifier comme genderqueer, et ensuite de faire une transition vers le sexe féminin. Elle raconte souvent en interview avoir eu des problèmes avec le regard des autres pendant son adolescence, pendant son enfance, et c'est de ces émotions qu'elle se sert dans la BO, dans ses musiques, et c'est pour ça que ça colle parfaitement à la série. I've got habits that are hard to break. I swear each morning when I wake, today's the day I'm coming clean. 'Cause I've got dreams that might not come to any kind of fruition. I've got cracks in my facade I may fall between. I've got pictures in the dresser drawer. To the bedroom door, today's the day I'm coming clean. D'ailleurs, l'une des chansons les plus emblématiques de cette BO est Every Feeling que l'on a à la fin de l'épisode 3 de la saison 1. Eh bien dites-vous qu'elle a été écrite en seulement 1 minute 30 par Ezra. Je suis stupéfaite de voir combien de personnes en parlent, me posent des questions à ce sujet en ligne. C'est très choquant. Cette chanson en particulier, nous avons failli ne pas l'enregistrer parce que je l'ai écrite très rapidement alors que je passais la porte. Et je devais aller quelque part et j'étais en proie à une importante dépression. Je suppose que j'en avais marre de ressentir tous ces mauvais sentiments. C'est un énième jour où je me sentais très déprimé et je me disais « J'ai juste cette idée que je devrais écrire avant de franchir la porte. » Et puis j'ai tout écrit, tous les mots, en seulement 1 minute et demie. Je suppose que cela a du sens, c'est comme le petit bijou brut d'une mauvaise journée.
C'est bien que les créateurs de la série aient choisi une artiste comme Ezra qui avait beaucoup de bagages, qui avait fait déjà pas mal d'albums mais qui était assez peu reconnu. Ça permet vraiment de mettre en lumière des pépites de l'ombre et on sait que c'est des personnes qui sont stables, qui vont continuer leur travail et c'est vraiment pas éphémère. C'est des personnes qui sont dans le monde de la musique depuis longtemps et qui savent ce qu'elles font. Et évidemment, comme pour les Needle Drop, toutes les musiques sont excellentes et sont placées au bon moment. Sean? Thoughts of you would linger nonetheless. Can't take it slow. And I watch you with your purse from the adjacent coffee table at the Starbucks they built inside my heart. When your makeup starts to run, you can see you're getting older. You can see your life has been hard. Your face is worn like an old playing card, the queen of hearts. I don't want to know what this ain't about me. I don't want to know. I don't want to show that it devastates me. Dressed in black, you're always dressed in black. And you come to me by night beneath my windowsill. Dans la globalité, je trouve quand même que les musiques des 2 premières saisons sont plus impactantes que celles de la saison 3, mais c'est probablement parce que j'ai découvert la série avec les 2 premières saisons d'affilée et que j'ai regardé la 3e un petit peu plus tard, alors que j'avais déjà écouté un bon nombre de fois les albums et les playlists des 2 premières saisons. Mais si je dois en retenir 3 d'Ezra Furman qui sont apparus à plusieurs reprises, ce serait Love You So Bad que l'on retrouve dans l'épisode 1 de la saison 1. Mais aussi dans l'épisode 1 de la saison 2. C'est un choix très malin parce qu'elle a été réutilisée au même moment dans la saison, l'épisode 1. Ça nous permet de nous souvenir un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette saison, l'évolution des différents personnages. Il y a aussi I Can Change qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 4 de la saison 2. Elle est vraiment parfaite pour décrire la scène avec les paroles. Never change pour Eric qui ne doit pas changer qui il est pour plaire à Raïm, mais qui doit rester lui-même pour être avec Adam. Et I Can Change pour Adam qui lui a changé depuis la saison 1 et doit encore changer pour être une meilleure personne. Et on la retrouve plus loin dans la saison, dans l'épisode 8, pour montrer l'amitié entre Ola et Adam. Tu peux me redescendre maintenant? Et évidemment, depuis la dernière utilisation, Adam a changé et est devenu une bonne personne. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas parler de la magnifique chanson Can I Sleep in Your Brain. Pour moi, elle a probablement eu l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure utilisation de toutes les musiques d'Ezra dans la série. C'est vraiment magnifique, c'est pépite ce qu'ils ont fait. Ça se passe évidemment dans l'épisode 5 de la saison 1, après la dispute entre Eric et Otis. C'est un moment qui est assez difficile, que ce soit pour les personnages ou pour les spectateurs, parce que on ne sait pas vraiment s'ils vont s'en remettre.
On voit que c'est quelque chose qui les a marqués tous les deux, cette petite dispute. La chanson, elle parle de solitude parce qu'on a le narrateur qui demande à un étranger de penser à lui pour qu'il arrête de se sentir seul, qu'il se sache aimer. Et c'est pareil pour nos deux personnages qui évidemment ont besoin d'être aimés par leur ami, mais vu qu'ils se sont disputés, il y a un conflit entre les deux, chacun a fait une bêtise et ils savent que ils ne peuvent pas s'aimer même s'ils s'aiment. Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas encore parlé et qui se passe pourtant à chaque saison, c'est le spectacle de fin de cycle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vous parle tout simplement du bal de fin d'année dans l'épisode 7 de la saison 1. Je vous parle également de la pièce de théâtre comédie musicale dans l'épisode 8 de la saison 2 et enfin de la conférence de presse dans l'épisode 7 de la saison 3. C'est un petit peu le climax, le point culminant de chaque saison. À chaque fois, ça nous donne d'excellentes scènes parmi les meilleures de la série. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, c'est logique, c'est parce que chacune de ces scènes a un moment musical qui est très fort, qui est très marquant et qui vraiment rentre parfaitement dans la scène encore une fois. Je développerai les deux suivantes un petit peu plus tard, mais attardons-nous sur la première, le bal de fin de trimestre dans l'épisode 7 de la saison 1. Celui où Ezra Furman en personne vient chanter sur scène devant les élèves de Moordale. Évidemment, si on ne connaît pas Ezra Furman, c'est un petit peu compliqué de deviner qui c'est, surtout que là c'était avant sa transition. Mais là, elle nous livre un show, bon c'est du playback, elle l'a révélé en interview, composé de ses propres chansons et de certaines reprises de covers de chansons déjà existantes. On retrouve donc Restless Year d'Ezra Furman en ouverture du bal. J'aime bien parce qu'il y a vraiment une ambiance teenage dans cette musique qui est parfaite pour un bal d'adolescents, clairement. Après, c'est au tour de My Zero, toujours d'Ezra Furman. Et maintenant? Celle-ci, elle est un petit peu plus calme car comme c'est l'arrivée d'Eric dans la pièce, évidemment, les élèves ne peuvent pas être tous excités en train de danser alors qu'il y a Eric et qu'ils vont le regarder ensuite. Et parce que, évidemment, la musique ne peut pas être trop forte, ça cacherait un petit peu l'entrée en scène dans la salle de bal d'Eric. La prochaine, elle est un petit peu spéciale parce que c'est une reprise de The Origin of Love de Neil Patrick Harris qui vient de la BO du film Hedwig and the Angry Inch. C'est le film préféré d'Otis et Eric dont les deux amis parlent plusieurs fois dans la saison 1. C'est pas vrai, j'adore cette chanson. Comme le dit le professeur Hendrix, eh bien cette chanson est une requête. Et maintenant, une requête. Et même si c'est pas dit clairement dans la série, on peut comprendre que c'est une requête qui a été faite par Otis au moment où il a vu Eric rentrer dans la pièce de bal pour lui faire plaisir, pour essayer de se réconcilier, de se rapprocher de lui. C'est Ezra Furman qui l'a entre autres révélé dans une interview et on peut clairement voir Otis se lever au moment où Eric rentre dans la salle, voilà, comme s'il allait donner sa requête pour que Ezra nous chante cette petite chanson. Et c'est évidemment cette chanson qui va leur permettre de se réconcilier parce que Eric le dit, il adore cette chanson. Et je trouve que, évidemment, c'est un tout petit détail, mais quand on le sait, ça fait vraiment plaisir parce que on voit qu'ils ont le sens du détail, qu'ils vont chercher les petites choses, que c'est vraiment précis ce qu'ils font. Donc si je résume, pour l'instant on a vu que tous les needle drops sont parfaits, que la BO d'Ezra Furman est parfaite,
Mais que manque-t-il? Eh bien peut-être qu'il manque le score du magicien Holly Julian. Alors je me doute que la majorité d'entre vous connaissait déjà Ezra Furman, mais l'homme dont je vais vous parler maintenant, je suis sûr que personne d'entre vous ne le connaît. Cet homme est aussi important qu'Ezra Furman, hein, c'est clair, et pourtant personne n'en entend parler, c'est assez fou. Et donc vous vous demandez sûrement qui c'est, peut-être que vous avez compris, c'est assez cohérent, c'est le compositeur des musiques de la série. C'est lui qui crée l'ambiance sonore de la série et qui nous replonge dans notre adolescence au lycée. Mais quand je vous dis que personne le connaît, c'est que vraiment personne le connaît. Il a à peine 10 000 auditeurs mensuels sur Spotify et je crois 57 abonnés sur Deezer. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'OST, de projets très connus, mais il a quand même fait les séries Plebs ou Us. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi les musiques de Sex Education ne sont pas sur les plateformes classiques type Spotify ou Deezer. C'est-à-dire que pour les écouter, pour savoir même qu'elles existent, il faut aller sur SoundCloud, qui est une application généralement utilisée par les débutants, par ceux qui ne sont pas professionnels, qui juste veulent poster de temps en temps leur musique. Il faut aller rechercher Holly Julian et là on a tous les sons de la série et je trouve que c'est assez fou parce que techniquement ça devrait être sur les plateformes. Alors je sais pas si c'est un choix de sa part ou si c'est Netflix qui a décidé ça, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est genre le plus gros programme sur lequel il a travaillé et ses musiques sont quasiment impossibles à trouver. Donc pour la saison 1, on a 17 compositions, 24 pour la saison 2 et 21 pour la saison 3. Et je vous parle de compositions parce que elles sont généralement très courtes, hein. Ces musiques font en majorité moins d'une minute. C'est vrai que comparé à ce que j'ai évoqué précédemment, que ce soit les needle drop ou les musiques d'Ezra, là on est surtout sur des musiques d'ambiance qui vont accompagner les personnages et la scène qu'on entend généralement pas trop, mais qui rajoutent, comme je l'ai dit, de l'ambiance et qui sont indispensables. Tu veux te défoncer? Non, merci. Et ça peut paraître parfois tellement minimaliste qu'on imagine juste Holly Julian sur son lit dans sa chambre qui est en train de faire ses petites prods. Lève-toi, belle aurore, qui déjà languit et pâlit de douleur. Parce que toi, sa prêtresse, tu es plus belle qu'elle-même.
Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de poésie, de mélancolie dans les compositions qui accompagnent les moments tristes. Évidemment, ça s'écoute pas comme une chanson, c'est très difficile de les différencier du média de base, hein, même pour les très grands films, vraiment les classiques, je pense à Time de Hans Zimmer. Ok, vous allez l'écouter une fois de temps en temps parce que c'est une musique qui vous a marqué, mais vous n'allez pas forcément vous la faire tous les jours en boucle. Sur un album globalement d'un compositeur, on va en réécouter une ou deux de temps en temps, mais évidemment ça n'enlève rien en la qualité de ces musiques, de ces compositions. C'est pas parce qu'on les écoute pas qu'elles sont mauvaises, ça participe à l'ambiance globale du film, et évidemment que si on les enlève du programme, eh bien il en perd un petit peu toute sa saveur. Et je pense que c'est cette petite ambiance calme et intimiste dans les compositions d'Holly Julian qui nous permet de nous sentir un petit peu plus proches des personnages. Parmi mes préférés d'Holly Julian, on retrouve notamment The Aftermath et surtout ce moment où Jean rentre dans la chambre d'Otis. Je le trouve vraiment drôle et la musique est excellente. On a aussi With Respect qui est l'une des plus rock et dansantes de tous ses compos. Et évidemment Sex Pretzel qui rend la scène excellente. Eric, ça a marché. Les Sex Pretzel, ça a marché. Bien sûr, comme pour tout compositeur ou artiste musical qui travaille sur une série ou un film, il a eu le script en avance et ça lui a permis de travailler, de peaufiner les personnages. Il doit essayer de composer la musique la plus fidèle possible. La musique doit faire beaucoup de choses. Elle doit souligner la comédie. Elle doit faire face aux moments les plus sombres. J'ai essayé de garder l'équilibre entre les éléments plus légers et les éléments plus émotionnels qui font partie des problèmes dont il parle dans la série. Il révèle dans une interview que les instruments à vent prennent une très grande part dans la composition de ses musiques pour la série. Nous utilisons des bois, des saxons, des percussions légères et davantage d'éléments acoustiques pour beaucoup de moments légers. Pour les scènes qui traitent des personnages plus âgés, nous nous appuyons sur une instrumentalisation plus traditionnelle comme les pianos et les cordes. Mais il n'y a pas de règles strictes, c'est vraiment un spectacle d'ensemble, donc j'essaye de m'assurer qu'il y a suffisamment de chevauchement entre les thèmes pour que je puisse passer d'un personnage à un autre de manière transparente, et cela me semble juste et pas trop choquant. Et en parlant de personnages âgés, il faut que je mentionne ce thème. J'ai pas voulu en parler plus tôt parce que cette composition, elle est vraiment particulière. C'est le seul véritable leitmotiv de la série. Alors un leitmotiv, ça peut être une phrase, une expression, une petite musique qui revient à plusieurs moments d'un programme, d'un médium, que ce soit une pièce de théâtre, un film, une série, et qui généralement évoque un concept ou un personnage. Parmi les plus connus, on peut notamment retrouver
et celui dont je veux vous parler est quasiment exclusivement utilisé pour le personnage de Jin. Et en soi c'est un petit peu bizarre parce que Jin c'est pas le personnage principal de la série, c'est un personnage secondaire, un très bon personnage secondaire, mais ce n'est pas un membre du trio principal. On retrouve évidemment cette musique à de nombreuses reprises dans les différentes saisons, dans les différents épisodes, mais sa particularité c'est qu'elle change à chaque fois. Parfois elle est un petit peu plus lente, parfois elle est plus rapide. Vraiment ça colle à la scène, on essaie d'être le plus fidèle possible aux actions de Jin et aux actions des personnages qui sont autour d'elle. La voie est libre. Merci. Il faut qu'on leur dise, Jin. On va le faire. Seulement, pas maintenant. Et petite exception, cette musique a été utilisée seulement une autre fois pour un autre personnage, celui de Maureen, l'ami de Jin, une seule fois donc dans la saison 3 quand elle commence à s'émanciper et ça fait plaisir parce qu'elle se rapproche de son ami. C'est vraiment un thème qui est important, qui revient plusieurs fois et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir fait pour ce personnage. Et j'espère d'ailleurs qu'ils le réutiliseront dans la saison 4 parce que moi je l'aime beaucoup. Alors Holly Julian il n'a pas vraiment expliqué pourquoi il avait choisi ce personnage, est-ce que c'était une information, une requête de Netflix, mais moi je trouve qu'elle est très bien cette musique. Elle est légère, elle est fine, elle est complexe un petit peu, comme le personnage de Jin, et elle est agréable. Et comme on a deux grands personnages qui travaillent sur les musiques de cette série, Ezra Furman et Holly Julian, ils étaient obligés de travailler ensemble, et ça se ressent notamment sur le climax de la saison 2, l'épisode 8. On renouvelle ici la tradition de la fête de fin de saison, qui avait été lancée, je le rappelle, par la scène de bal dans l'épisode 7 de la saison 1. Cette fois-ci, c'est une comédie musicale théâtrale reprise un petit peu modifiée à la sauce adolescent de Roméo et Juliette. Et bien sûr, c'est Holly Julian qui s'est occupé des compositions des 4 musiques que l'on retrouve dans cette comédie musicale. Elles sont vraiment excellentes et moi je trouve qu'elles rendent la scène vachement mémorable. C'est une de mes scènes préférées de la série. Celle-là, moi, je la trouve vraiment épique, théâtrale et grandiose. Dans la dernière, on a aussi Kedar William Stirling qui se remet à chanter. C'est l'acteur de Jackson qui avait déjà chanté dans l'épisode 4 de la saison 1. Le foutre. Mais ma préférée, ça reste quand même Montague Song. Elle est magnifiquement chantée par Johnny Muir, un des acteurs de la série mais qui est également chanteur. Mais ça, on va en reparler dans la prochaine partie. On a déjà parlé de la majorité des musiques de cette série, que ce soit à travers les Needle Drop, Ezra Furman ou Holly Julian. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des personnages que nous suivons dans cette série sont des adolescents et que la musique est très importante pour cette période de la vie. Que ce soit les acteurs ou les personnages, beaucoup d'entre eux y sont fortement attachés. Évidemment, nos 3 personnages principaux ne font pas exception à la règle. Otis par exemple parle à plusieurs reprises de sa collection de vinyles qu'il a dans sa chambre.
Ah, c'est décent. David Simmons, Aerosmith, Alice in Chains, les B-52, David Bowie, les Buzzcocks. Tu l'as fait? Non, j'ai mentalement classé tous mes disques et c'est parti. T'aurais pas un peu de musique pour poser l'ambiance? Oh, le chant des baleines, ça m'aide à m'endormir. C'est... Wow, c'est ma playlist spéciale du vendredi. Maman, regarde, elle a pris mon album de Titanic sans me demander. Otis, c'est vraiment le puriste rétro qui écoute que des musiques un petit peu anciennes, qu'il écoute que sur son tourne-disque. Vraiment, c'est un petit peu l'homme âgé dans un corps d'enfant. C'est même ce que disait, il me semble, le loueur de Maeve à Otis dans l'épisode 3 de la saison 3. Dis donc, on dirait un vieil homme dans le corps d'un gamin. Ouais, on me le dit souvent. Tu sais, c'est bizarre. T'as mon âge, mais tu sais tellement de choses. T'es un peu comme ma mère, mais dans un petit corps d'homme. Un petit homme, maman. Maeve, de son côté, c'est plus de la musique punk qu'elle écoute. On la voit très souvent avec des écouteurs filaires dans la série. Je rêve ou t'écoutes Slutface? Quoi, Slutface? Ouais, leur nouvel album est démo. Depuis quand t'aimes le punk, toi? Toi aussi, t'aimes le punk? Et évidemment, elle a craqué sur la reprise de Lovely Earth Without You de Billy Ocean par Jackson dans l'épisode 4 de la saison 1. Et évidemment, il y a Eric, le membre du trio principal qui est le plus lié à la musique. Tout d'abord parce qu'on le voit souvent chanter et danser dans sa chambre. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, give 'em cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Il est également très fan avec Otis de comédie musicale, notamment Hedwig and the Angry Inch. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais les deux gars se font carrément une journée spéciale cosplay pour ce film et ils vont le voir tous les ans pour l'anniversaire d'Eric. Ou alors aller voir Hedwig and the Angry Inch ce soir. Non. Joyeux anniversaire. Non, je croyais que t'avais oublié notre tradition. Jamais j'oublierai. Ça va, te mets pas dans cet état-là. Bien sûr que je me mets dans cet état-là. C'est Hedwig, mec. Et on les voit également tous les deux au cinéma devant The Rocky Horror Picture Show, une comédie musicale un petit peu déjantée, et ça c'est dans l'épisode 1 de la saison 2. Et puis évidemment, Eric joue du corps d'harmonie et fait partie du Swing Band, le groupe, l'orchestre du lycée qui est dirigé par le professeur Hendrix. C'est un sujet qui est assez important dans la saison 1, mais je trouve qu'il passe un petit peu inaperçu dans les saisons 2 et 3. D'ailleurs, on voit plusieurs répétitions du Swing Band dans les différentes saisons. Mais le Swing Band est très souvent lié à un autre groupe de Moordale, le groupe d'Acapella. Franchement, j'aime trop l'ambiance qu'ils donnent à chaque fois qu'ils apparaissent dans la série et les choix de chansons sont toujours justes.
Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh? What? Et comme toute saison de Sex Education qui se respecte, il faut bien à la fin un petit spectacle avec une scène musicale. Dans l'épisode 7 de cette saison 3, ce n'est ni un bal ni une comédie musicale, mais plutôt une conférence de presse qui tourne un petit peu à la fête. Pour montrer un petit peu leur indépendance et leur fierté d'appartenir à cette école, les élèves de Moordale ont concocté un petit clip vidéo sur la musique Let's Go de Biléo. Bonjour, nous sommes les élèves de l'école du sexe. Vous nous avez sans doute déjà vus aux infos. Le petit spectacle se termine par la musique Fuck the Pain Away, composée par Holly Julian et chantée principalement par Johnny Muir. Il interprète Simeon, le chanteur principal du groupe d'A Cappella, et il est vraiment trop fort. Cette chanson, je la trouve beaucoup trop bien, et évidemment la voix de Johnny Muir qui rajoute, je trouve, une autre dimension à cette chanson. Mais je sais pas si vous vous souvenez, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises dans la série, notamment à l'épisode 8 de la saison 2, c'est lui qui chante pendant la pièce de théâtre. Et il est également à la fin de l'épisode 5 de la saison 3 pendant la scène de fin avec Your Young Voice. C'est sa propre chanson qu'il a écrite et qu'il chante pour la série, et je trouve que ça rend la scène vachement triste. J'adore vraiment cette chanson, elle est incroyable. Pour moi, ce chanteur, il a un potentiel vraiment incroyable. J'aime beaucoup 33, qui est sorti sur son EP en 2021. She sat atop the shoulders of her tallest friend. The sky was in agreement. This day would never end. Il a également sorti une chanson avec Amy Lou Wood qui joue Amy dans la série. C'est une reprise d'une cover de Once in a Very Blue Moon de Dolly Parton. No need to ask me if we can be friends. And help me right back on my feet again. Et petite anecdote, Doua Saleh, qui joue le personnage de Cal dans la série, fait en fait du rap comme activité principale. Mais ce qui est encore mieux, évidemment, c'est que c'est vraiment bien. Franchement, moi j'aime beaucoup. Là, depuis que j'ai découvert ça, j'en écoute pas mal. Et petite référence en plus, un petit peu méta, c'est que Yel vient de Minneapolis, habite et vit à Minneapolis, la ville évidemment qui est mentionnée dans sa scène avec Jackson. T'es pas d'ici, hein? D'où est-ce que tu viens? Avec ma famille, on a débarqué de Minneapolis il y a 2 ans. Et c'est comment, Minneapolis? Waouh, ça fait vraiment bizarre de l'entendre sortir de ma bouche. Minneapolis, yeah, palapa. Minneapolis. Tous ces morceaux sont vraiment excellents, mais j'ai une petite préférence pour Fit. Et pour Sugar Mama, qui a eu le droit à un Colors qui a quasiment 1 million de vues, franchement c'est assez cool et moi je le trouve vraiment bien. La voix est top, les prods sont top, donc écoutez ça, c'est vraiment très bien.
Et honnêtement, 270 000 auditeurs mensuels sur Spotify pour Doua Salé, c'est beaucoup, hein. On se rend pas compte. C'est un personnage qui est du coup dans une série assez populaire, mais nous, en France, on sait pas forcément qui elle fait du rap, et franchement, 270 000 auditeurs, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, petite anecdote rapide sur un autre personnage, un autre acteur de la série, cette fois-ci, c'est pas du tout lié à la musique, mais c'est Asa Butterfield qui joue bien évidemment notre personnage principal, Otis, qui est un joueur professionnel de gaming à Smash Bros. Voilà, à Smash Bros, je l'ai dit. Il joue à un des meilleurs jeux de tous les temps. Il a été engagé dans une équipe e-sport, donc Liquid, qui est Team Liquid. Franchement, c'est une grosse équipe e-sport aux USA et c'est trop bien. Le gars, il joue depuis ultra longtemps. Dans la série, il joue à Mario Kart et à Smash avec Eric. Et franchement, les références sont trop cool parce que le mec est vraiment chaud. Bon, j'arrête de m'emballer sur Smash. On va parler d'un truc qui fait de temps en temps débat, mais ici, qui n'a pas lieu d'être. Arrête, Quentin! Mais qu'est-ce que tu fais là? Va te faire foutre! Allez, ça y est les enfants, on y est, c'est la première! On reste dans le thème sonore puisque je vais vous parler brièvement de la VF et de la VO de cette série. Alors moi, il faut savoir que j'ai découvert la série avec la VF et c'est celle à laquelle je suis le plus attaché, c'est celle que j'ai le plus regardée. Mais j'ai évidemment voulu tester la VO pour comparer un petit peu, pour voir est-ce que ça apportait quelque chose en plus, est-ce que la VO était meilleure que la VF. De toute façon, ça c'est un débat auquel on peut pas trop répondre. Évidemment, la VO c'est la version la plus fidèle à l'œuvre de base, aux pensées des scénaristes, des acteurs et au travail des acteurs, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je trouve que la VF de cette série est excellente. Pour moi, il n'y a même aucun mauvais choix de doubleur et on en a même que je préfère aux voix originales. Déjà, moi je veux faire un grand merci à Jonathan Guimbord, je sais pas si je le dis bien, mais qui nous régale en Eric. Franchement, j'adore sa voix d'Eric, son rire est assez fou, franchement, il le fait très bien et je sais pas, sa voix est top, elle colle trop bien au personnage. Alors c'est vrai que les personnages d'Eric et d'Otis ont des voix un petit peu plus graves qui font peut-être un petit peu plus matures dans la VO, ce qui je trouve est un petit peu dérangeant quand on passe de l'un à l'autre. Mais après, si on est habitué à l'une ou l'autre des versions, franchement, ça pose pas de problème. Salut tout le monde, je m'appelle Otis Milburn. Je suis nouveau ici, je viens d'arriver du lycée de Moordale avec ma team. Hi everyone, I'm Otis Milburn. I'm new here, I'm with the whole Moordale secondary team. Otis, pour pitié, ça suffit, dis-leur juste que t'es sexothérapeute. For goodness sake, just tell them you're a sex therapist. Mais s'il y en a un seul qu'on doit retenir, c'est Christophe Lemoine, comédien doubleur du professeur Colin Hendricks. Je crois que je pourrais faire quasiment une vidéo complète sur les doublages de ce personnage. Vraiment, ça le rend incroyable. Ok, en VO, il est drôle. En VF, il est hilarant. Vraiment, il y a des fois, je me tape des fous rires tout seul devant mon écran parce qu'il y a des prises de risque, des prises de décision qui sont excellentes. Vraiment, mais le truc, c'est que même quand il fait pas exprès, tout ce qu'il dit, c'est hyper drôle. Mais s'il y a bien un moment où la VO apporte vraiment quelque chose de plus que la VF, c'est dans l'épisode 5 de la saison 3 quand les élèves de Moordale sont en voyage en France. Le problème, c'est qu'en VF, comme tous les personnages parlent en français, que ce soit nos élèves de Moordale qui sont normalement anglais et les français qui eux du coup parlent français de base, on a un petit peu une confusion dans les dialogues, c'est pas précis, ça colle pas du tout et c'est pas logique parce que du coup on a des français qui parlent à des français mais qui se comprennent pas. C'est mal amené. Par contre, dans la VO, c'est très drôle parce que on a donc des Anglais qui essayent de parler à des Français, il y a des confusions. Ils interpellent Raïm pour qu'il leur fasse la traduction, mais Raïm, il dit n'importe quoi. Franchement, c'est trop drôle parce qu'il veut pas se mettre dans la sauce. Et je trouve que cette scène est beaucoup mieux, cet épisode est beaucoup mieux en VO. Les étudiants a jeté un caca sur ma voiture. Eh ben, nous allons élucider ce mystère. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Entre Français, ce sera plus facile. Raïm, s'il te plaît. Ce serait très étonnant qu'un de nous ait fait ça. Oui, je suis assez d'accord. J'ai vu un bras par la fenêtre là-bas, là, qui l'a jeté. Ok, les élèves de ce lycée ne feraient jamais une chose pareille. Tiens, ajoutez ce caca à ma voiture! Ouais, d'accord. Does anyone know what he's saying? Who speaks French properly? Rahim, please. He says at least no one was hurt. Ouais. Oh, ouais. J'ai vu un bras par la fenêtre là-bas qui l'a jeté. And he says that we should carry on driving now. Okay, how do you say help? In French, how do I say help? Anaïs! Je suis Anaïs! Et pour finir, je vous mets quand même quelques scènes où la VF est pour moi meilleure que la VO. Tu t'es pas lavé les mains, sale cochon. Mais je coulais pas un bronze. 5, 6, 7 et 8. Les coudes, en haut, en bas. Dandiné, en haut, en bas. Et on twerk. Pas trop près, je suis professeur. T'as un problème, Quentin?
Mais s'il te plaît, j'étais une vraie loque, j'avais la tête... Ça suffit, Quentin. On en a déjà parlé, tu n'es pas Roméo, tu ne seras jamais mon Roméo. Oh, arrête, Quentin! Mais qu'est-ce que tu fais, là? Va te faire foutre! Allez, ça y est, les enfants, on y est, c'est la première! Oh, oh. Spatule. Moulin à poivre. Mousseur à lait. Cuillère à démouler la crème glacée. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ça ne peut pas attendre, Milburn. La journée est presque finie. Non, monsieur. J'ai des hémorroïdes. Oh, d'accord. Oh, je compatis. Bienvenue au club. Merci, monsieur. Non, c'était ma merde. J'ai bouché les toilettes, j'étais tellement gêné que... Et moi aussi, je fais caca quelquefois. Oh, évidemment, comme nous tous. On se la joue Spartacus. Peut-être même que c'était moi. Peut-être même que c'était Mademoiselle Chance. Elle en est parfaitement capable. Ok, on n'a pas le temps de jouer pour l'instant. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure version. Les deux sont excellentes, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Si vous avez l'habitude de consommer de la VF, vous regardez en VF. Pour la VO, c'est pareil. Je vous conseille, si vous n'êtes pas fâché avec l'une ou l'autre des versions, d'essayer les deux parce qu'il y a des points positifs dans les deux versions. Et voilà, on a fait le tour des musiques des 3 premières saisons de Sex Education. On a vu pas mal de musique et d'artistes aujourd'hui et je peux dire sans aucun mal qu'ils participent grandement à rendre cette série encore plus incroyable qu'elle ne l'est. La série et ses créateurs ont vraiment compris l'importance qu'a la musique dans la vie des adolescents, de ses personnages, des spectateurs évidemment. C'est quelque chose qui est indispensable dans la vie de tous et là ils ont vraiment mis l'accent dessus en nous proposant de très bonnes musiques, de très bonnes compositions. On est vraiment gâtés pour cette série. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris quelques trucs. Dites-moi un petit peu si vous savez des trucs, si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à me faire un petit peu votre retour sur la vidéo. J'ai changé totalement la direction de la chaîne, donc que ce soit sur le contenu, sur le rythme, sur la manière d'animer tout ça. Franchement, n'hésitez pas, je prends toutes les remarques. Mettez-moi aussi en commentaire les films, séries, animations et jeux vidéo qui ont des très bonnes BO et dont vous voulez que je parle dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt.